Aujourd'hui, le football a changé. Derrière vos clubs préférés, derrière les transferts, derrière les jeunes talents, un nouveau système s'est installé, le système de la multipropriété, un système où un propriétaire peut gérer plusieurs clubs dans plusieurs pays, sur plusieurs continents. Les exemples sont nombreux, City Football Group, Red Bull, Ineos, Eagle, Blueco, qui contrôle vraiment le football. Est-ce un modèle inquiétant pour notre sport? C'est votre nouvelle enquête sur la Total Foot TV. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. La multipropriété, c'est quoi? C'est simple, c'est un investisseur, un fonds ou une entreprise qui contrôle plusieurs clubs en même temps. Pendant longtemps, ça restait assez marginal, mais en quelques années, ce modèle est devenu une véritable stratégie planétaire. On ne parle plus de propriétaires locaux, mais de groupes mondialisés qui gèrent des clubs comme des filiales. Certains experts parlent même de multi-club ownership, un concept déjà dominant dans d'autres sports, mais qui prend une ampleur inédite dans le football. Pour comprendre la montée de la multipropriété, il faut regarder l'évolution du business dans le football. D'abord, les clubs coûtent de plus en plus cher. Les investisseurs cherchent donc à rentabiliser leur présence dans le football en créant des réseaux de clubs capables de s'entraider, de partager leurs ressources et de créer des synergies. Ensuite, ce modèle permet de sécuriser les investissements. Si un club descend, un autre peut compenser. Si un joueur explose, tout le groupe en profite. Aujourd'hui, plusieurs géants du foot reposent sur ce concept. Certains groupes possèdent des clubs dans plusieurs continents. Faisons un focus sur les différentes multipropriétés existantes. Le City Football Group est aujourd'hui le modèle le plus structuré de la multipropriété. Tout tourne autour de Manchester City, vitrine sportive et financière du groupe. Mais derrière, des clubs comme Gérone ont récemment montré l'efficacité du système en jouant les premiers rôles en Liga avec plusieurs joueurs prêtés ou influencés par City. À l'inverse, l'Estac 3 a illustré les limites du modèle avec des critiques de supporters sur une gestion distante et des résultats sportifs en chute ces dernières années, même si 3 lutte aujourd'hui pour sa remontée en Ligue 1. Le groupe détient également des parts dans le club italien de Palerme, à Bahia, au Brésil, à Mumbai, en Inde ou encore même au sein des Yokohama Marinos, au Japon. Le City Group fonctionne donc comme une pyramide, un club élite au sommet et des clubs satellites utilisés pour développer ou valoriser des joueurs avec un contrôle très centralisé. Le projet Red Bull est sans doute le plus identifiable car il ne se cache pas, même nom, même logo, même philosophie. Des clubs comme le Red Bull Salzbourg et le RB Leipzig travaillent en étroite collaboration avec un flux de joueurs presque naturel entre les deux clubs. Salzbourg sert souvent de tremplin, Leipzig de confirmation au plus haut niveau européen. Le groupe a révélé de nombreux talents avant de les vendre à prix d'or. Mais ce modèle a aussi été fortement critiqué, notamment en Allemagne où Leipzig est accusé de contourner l'esprit de la règle du 50+1. Red Bull assume donc une vision très industrielle du football, centrée sur la performance et la revente. Le groupe Ineos, dirigé par Jim Ratcliffe, adopte une stratégie très différente. Peu de clubs, mais des clubs importants. Avec l'OGC Nice, le projet a connu des hauts et des bas, notamment avec des changements fréquents d'entraîneurs et une instabilité sportive. Mais l'entrée d'Ineos dans Manchester United a marqué un tournant majeur. Le groupe veut désormais peser directement au sommet du football mondial. Contrairement à d'autres modèles, Ineos ne mise pas sur un réseau large, mais sur une influence stratégique dans des clubs à forte visibilité.
Le projet d'Eagle Football de John Textor est aujourd'hui en pleine turbulence. Propriétaire de l'Olympique Lyonnais, mais aussi de Botafogo au Brésil et de Molenbeek en Belgique, le dirigeant américain promettait un modèle basé sur la data et les synergies entre clubs. Mais à Lyon, la situation est devenue très tendue avec des problèmes financiers, une pression de la DNCG et des résultats sportifs irréguliers. En parallèle, Botafogo a longtemps dominé son championnat au Brésil avant de s'effondrer en fin de saison, ce qui a aussi interrogé sur la gestion globale du groupe. Eagle Football est donc un exemple très actuel, un projet ambitieux mais encore instable et qui peut montrer même les certaines dérives de la multipropriété. Le consortium Blueco mené par Todd Boehly a lancé un modèle très visible avec Chelsea. Depuis le rachat, Chelsea a recruté massivement de jeunes joueurs, parfois sans cohérence immédiate, avec l'idée de construire sur le long terme et de s'appuyer sur le Racing Club de Strasbourg comme club relais. Strasbourg est ainsi devenu un terrain de développement pour certains profils, ce qui a suscité des critiques chez les supporters, inquiets de voir leur club servir de satellite. Depuis le rachat de leur club par Blueco, une partie des supporters du Racing s'oppose clairement au projet. Ils craignent que le club devienne un simple club satellite utilisé pour développer de jeunes joueurs. Dans les tribunes, cela s'est traduit par des banderoles Blueco out et des actions de protestation. Même si certains reconnaissent les apports financiers du groupe, Strasbourg est aujourd'hui divisé entre ambition sportive et peur de perdre son identité. Blueco représente donc une nouvelle tendance, utiliser un grand club comme hub financier et un club plus modeste comme plateforme de développement. Le fonds 777 Partners a connu une expansion extrêmement rapide en prenant la gestion de plusieurs clubs, le Genoa en Italie, le Standard de Liège en Belgique ou encore Vasco de Gama au Brésil. En plus de détenir des parts au FC Séville, le groupe possède également le Red Star en Ligue 2 depuis 2022. Mais contrairement à d'autres groupes, son modèle est aujourd'hui entouré d'incertitudes. Plusieurs médias ont évoqué des difficultés financières et des retards de paiement, ce qui a fragilisé certains clubs du réseau. Le cas du Standard de Liège notamment a suscité l'inquiétude des supporters. 777 Partners incarne ainsi une version plus risquée de la multipropriété où la croissance rapide peut parfois dépasser la stabilité réelle. Après des investissements dans la MLB avec les Yankees de New York ou encore dans la NFL avec les Cowboys de Dallas, Redbird s'est engagé dans le football européen en rachetant le Toulouse Football Club en 2020 et en prenant une participation au Liverpool FC en 2021. Le groupe avec Jerry Cardinal à sa tête a ensuite racheté l'AC Milan en 2022. Aujourd'hui, le fonds est valorisé à plus de 3 milliards de dollars. Déjà propriétaire de la Roma depuis l'été 2020, l'AS Cannes a été racheté par le producteur américain de cinéma Dan Friedkin en 2023. Son fils Ryan est à la tête du club de l'AS Cannes. Actionnaire minoritaire depuis fin 2022, le Black Knight Football Club détient 100% du Football Club de Lorient depuis janvier 2026. Le groupe américain dirigé par Bill Foley détient également Bournemouth en Angleterre ou encore Moreirense au Portugal. La multipropriété séduit les investisseurs car elle transforme le football en véritable machine économique. Posséder plusieurs clubs permet de mutualiser les coûts de scouting, de la formation et de l'analyse de données tout en facilitant la circulation des joueurs entre équipes pour maximiser leur valeur. Les clubs satellites servent à développer de jeunes talents ou à tester de nouvelles stratégies sans mettre en danger le club principal. À cela s'ajoute un avantage stratégique, le groupe peut diversifier les risques financiers et étendre sa marque à l'international avec des clubs en Europe, en Amérique ou en Asie.
La multipropriété pose de sérieux défis pour l'équité et l'identité du football. Lorsqu'un même groupe possède plusieurs clubs, des conflits d'intérêts peuvent apparaître, notamment en cas de confrontation directe en compétition européenne. Certains clubs deviennent des satellites pour développer ou transférer des joueurs au détriment de leur autonomie et de leur identité. Les supporters dénoncent souvent une perte de contrôle et une uniformisation du football, tandis que la gestion financière centralisée peut masquer des risques ou fragiliser certains clubs du réseau. Enfin, la multiplication des transactions internes et prêts croisés crée une opacité qui questionne la transparence et l'intégrité sportive du système. Pour conclure, la multipropriété transforme le football comme jamais auparavant. Elle apporte des moyens financiers, des structures professionnelles et des talents à l'échelle mondiale, mais elle soulève aussi des questions sur l'équité, l'identité des clubs et le rôle des supporters. Entre business et passion, le football moderne se réinvente et il appartient à chacun de décider si cette révolution est une opportunité ou un risque pour le sport que I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough